Nous voilà repartis pour la dernière table ronde qui va durer 1 heure. À 18h30, on terminera et Stéphanie Fougou viendra conclure la journée, Assemblée Générale, puis colloque du juriste 4.0 de la FJE. Avec cette dernière table ronde, on va essayer, autant que faire se peut, de réfléchir ensemble à ce que peuvent être les opportunités présentées par le numérique pour les juristes en entreprise et comment ça va sans doute permettre aux juristes d'avoir encore plus d'impact, plus d'agilité, plus d'efficacité, plus de productivité et donc de renforcer la pratique des juristes dans l'entreprise. Pour en parler, on a un panel presque paritaire et en tout cas formidable parce que ce sont à la fois des juristes d'entreprise, qui ont eu des carrières à la fois dans le monde de l'avocature, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entreprise, certaines de l'industrie digitale, d'autres moins, pas du tout, peut-être bientôt. Donc c'est un panel divers, varié, avec, comme dans les Maria Gomri qui est, j'allais dire à ma gauche, directrice juridique IMIA pour Google, Nicolas Baudin et Maria qui était avocate et entrepreneur, et ça c'est important, et entrepreneur aussi. Nicolas Baudin qui a été responsable juridique chez TF1 pendant plusieurs années et qui est maintenant directeur juridique d'Intercloud, une start-up qui travaille dans une grosse start-up, une PME, un ETI. Un grand groupe, voilà. Et donc Nicolas Baudin qui a fait le pari de l'aventure à son tour. Marie Abadi qui est directrice juridique chez Microsoft France, qui a aussi un passé d'avocate et également qui a travaillé comme General Counsel IP chez Cap, un acteur français. Doris Pire qui est directrice juridique chez GE, et donc GE dont j'ai vu qu'il voulait devenir un géant du logiciel. C'est pour ça que je disais, pas encore, j'ai lu ça, donc c'est pour ça que je ne sais pas où va GE. Et Pierre-André qui maintenant est repassé du côté et de l'avocature et de l'entrepreneuriat, après avoir été pendant plusieurs années, une quinzaine d'années je crois, le directeur juridique IMIA de Yahoo, et qui donc lui aussi a connu différents univers. Voilà donc le panel avec lequel nous allons passer 7 heures, en commençant de manière assez simple, assez directe, avec la question qu'on n'aime pas avoir pour commencer, c'est chacun à votre tour, 5 minutes chacun, pour tenir un peu le rythme, et puis après je les relancerai. Une question qui sera la même pour tout le monde, que vous nous donniez en 5 minutes votre vision des opportunités données, apportées par le numérique aux juristes dans l'entreprise. Et donc on va commencer dans l'ordre simple. Voilà, tu as un micro. Avec Maria, pour lancer le débat. Bonsoir à tous. Les opportunités du numérique quand on travaille dans une entreprise numérique, c'est déjà la possibilité d'utiliser des outils numériques et des outils numériques qui ont pour objet non pas de remplacer le juriste et de créer des robots, puisque c'était la question qui m'avait été posée. Est-ce qu'on va avoir des robots? Non, il n'y a pas de robots. En tout cas, on n'y pense pas. Mais l'opportunité que j'ai, moi, de travailler dans une entreprise comme Google, c'est d'utiliser tous les outils numériques qui permettent un travail extrêmement rapide. Donc, c'est tout d'abord l'utilisation d'outils collaboratifs. Cela signifie par exemple que je n'ai plus à envoyer un contrat à un partenaire qui l'enverra à son avocat, qui lui renverra, et j'attendrai également ses marques de révision. On va pouvoir tous ensemble travailler sur un document partagé. Donc c'est un gain de temps extraordinaire. C'est également des outils comme l'agenda en ligne qui permet de gagner du temps pour pouvoir fixer des réunions en interne. Il n'y a pas besoin de s'envoyer des emails pour se demander si on est libre à tel jour et à telle heure. Il suffit de regarder sur les agendas des uns et des autres et ça permet d'aller extrêmement vite. Donc des outils de communication collaboratifs, des outils nomades également que j'utilise. Aujourd'hui, je n'ai
plus besoin d'être à mon bureau. J'ai différents terminaux qui me permettent d'accéder à tous ces éléments qui sont dans le cloud de partout à travers le monde. Et je peux même avoir mes réunions avec mes clients en interne ou avec mes partenaires extérieurs via des vidéoconférences, puisqu'on a tous des équipements avec des vidéoconférences qui nous permettent de participer à des réunions sans être dans la même salle. Donc c'est évidemment là un gain de temps. Le numérique, pour moi, en tant que juriste, ça signifie également la possibilité de standardiser un maximum de contrats. Et donc très régulièrement, on va passer en revue les contrats ou essentiellement les contrats sur lesquels on passe le plus de temps et sur lesquels nous n'avons pas une grande valeur ajoutée. Et régulièrement, je vais les mettre en ligne et ça a un impact mondial puisque nous avons des utilisateurs ou des partenaires qui acceptent nos contrats en ligne. Donc c'est la gestion en ligne des contrats. C'est également, et je crois que Xavier Hubert en parlait, l'opportunité d'utiliser les outils numériques pour la compliance. On a un outil de validation de tous les contrats qui est en ligne, et comme on a des approuveurs qui sont un peu partout à travers le monde, ça permet d'avoir un seul endroit qui localise toutes les approbations qu'il est nécessaire d'avoir pour nos contrats et d'avoir un outil de traçabilité à travers le temps et compte tenu des volumes de contrats que nous gérons. Donc c'était essentiellement, concernant les méthodes de travail et les usages, un gain de temps et une efficacité qui nous permet de nous concentrer sur ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire d'être des juristes innovants et créatifs pour que nous nous libérions de ces tâches peut-être un peu répétitives. Merci, merci Maria. Nicolas, tu as un micro. Nicolas, est-ce que toi qui viens d'un grand groupe et qui est maintenant dans une grande start-up, grosse start-up, effectivement. Grosse start-up, est-ce que tu as le même regard que Maria? En fait, moi, j'avais pensé au numérique comme une opportunité à travers l'activité de la start-up, parce que donc, ça fait quelques mois que j'y suis. Et donc, ça s'appelle Intercloud, donc on travaille dans le cloud, ce qui est plutôt logique. Le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est assez vague et en termes de connaissances, on est tous des niveaux un peu différents. Mais il y a une statistique que j'aime bien qui permet de replacer les choses dans leur contexte, c'est qu'en 2012, 29% des Américains pensaient que le cloud Internet était lié au climat. Ça rassure un petit peu. Mais bon, techniquement, c'est quoi? Le cloud, c'est de l'informatique dématérialisée. C'est-à-dire que vous allez exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs à travers un réseau. Et la question aujourd'hui n'est pas de savoir si oui ou non on va dans le cloud, parce que de toute façon, on y va. Tout le monde l'utilise, même sans s'en rendre compte. La question, c'est de savoir comment on va y aller. Et moi, c'est ce que je vis, parce que donc, on est un prestataire intermédiaire. J'y reviendrai. Le cloud, pour en arriver à mon rôle de juriste, est très souvent associé, trop souvent associé à des problèmes de sécurité, aux risques juridiques, aux risques tout court. J'ai plus le pourcentage en tête, mais il me semble que c'est quelque chose comme 60% des entreprises en 2015 et en 2016, à l'aube 2016, qui ont encore peur de passer le pas du cloud, ou en tout cas identifient le cloud comme un risque. Alors, est-ce que le cloud est 100% sûr? Pas du tout. Mais l'informatique traditionnelle ne l'est pas plus. Finalement, quand on parle de risques ou de problèmes de sécurité, je pense qu'on peut, c'est un peu simpliste, mais on va les distinguer en deux, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous avez les risques qui sont liés à vos propres obligations, donc généralement ce qui concerne la protection et le stockage des données, et tous les risques qui sont liés, et c'est beaucoup plus médiatique et ça a un impact beaucoup plus fort sur le moral des entreprises, qui sont les cyberattaques. Sauf que dans le cloud, il y a 3 zones. Il y a la vôtre, celle que vous maîtrisez, votre structure, l'entreprise. Il y a le fournisseur de cloud et le réseau, généralement Internet. Les informaticiens disent souvent que la majorité des problèmes informatiques sont situés entre le clavier et la chaise. Vous l'avez? Ouais. C'est pas visé. Hein, pas... Non, c'est l'utilisateur comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a peur de choses qui sont à notre porte. C'est dans l'entreprise, c'est 50. J'aime beaucoup les statistiques. C'est 53% des attaques qui proviennent d'une erreur, des attaques, des problématiques informatiques qui viennent d'un employé ou de l'interne. Donc ça déjà, bon. Ensuite, vos données, vous allez les confier à un professionnel. Je ne vais pas en citer, mais il y en a peut-être ici sur cette estrade,
dont c'est le métier. Donc le stockage de données, eux, ils ont affaire à des milliers d'attaques tous les jours, donc je pense qu'on peut globalement leur faire confiance. Et ensuite, et c'est là où je voulais en venir, je suis désolé pour l'introduction un peu longue, c'est que donc nous par exemple, vous avez les cloud carriers, c'est-à-dire que vous vous occupez de donner à l'entreprise un réseau alternatif à Internet qui est plus sécurisé, qui garantit une meilleure fluidité, qui garantit voilà, un temps de transit, un meilleur temps de transit. Et c'est là où, moi, c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je pense que le juriste doit se placer, c'est que c'est un secteur qui est en pleine mutation, en pleine évolution. Il y a des architectures extrêmement complexes qui se mettent en place, parce que ce n'est pas un câble, c'est plusieurs data centers, etc., etc. Et donc, je crois, et j'ai la conviction, mais après ça n'engage que moi, que le juriste, typiquement sur cette mutation, peut être moteur. Il peut être replacé au centre des projets avec la DTSI, et c'est à lui de se montrer, j'ai entendu le mot offensif tout à l'heure, j'aimais bien, créatif, et d'être force de proposition. Et je trouve que voilà, c'est une image, c'est à mon échelle de ce que je vois, mais je crois que c'est une bonne représentation du nouveau rôle du juriste. Bon, c'est la République des juristes qui arrive. Marie, est-ce que c'est sympa de travailler chez Microsoft? Non, c'est pas ma question. Moi, je vais revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, notamment en tant que directeur et avec une équipe. Mes soucis, j'en ai deux notamment, c'est de permettre à nous tous, en tout cas à nos collaborateurs et à l'équipe, d'avoir une vie équilibrée. On a tous un travail, on est ravis d'avoir un travail, mais on a tous peut-être des enfants, une famille, on a peut-être tous aussi envie de partir en vacances, on a tous des rêves. Et finalement, avoir une souplesse dans sa manière de travailler tous les jours, et parce que la vie personnelle et la vie professionnelle, elles sont souvent parfois imbriquées. Pardonnez-moi de parler des femmes, mais elles sont souvent multitâches, elles doivent affronter ça. Et c'est vrai que ces outils sont assez extraordinaires de ce point de vue-là, puisque finalement, si on favorise aussi le télétravail que nous faisons chez nous dans notre maison, c'est vrai que pouvoir finalement travailler de chez soi et avoir tous les outils en place, et même quand on a un PC qui tombe en rade, on a quand même son téléphone sur lequel on a tout. On a sa messagerie instantanée, on a son téléphone, on a ce PPT, on a ses emails. C'est quand même assez merveilleux. Donc je pense que oui, ces outils nous permettent de sauver énormément de temps, d'avoir une vie plus facile et ne pas passer son temps nécessairement dans du temps de transport, ça économise du temps. Mais c'est aussi un moyen, lorsqu'on est parfois dans des ratios terribles de un juriste pour servir 1000 personnes, et je parle d'une ancienne expérience, d'une ancienne maison, où en effet on doit servir énormément de gens, quand vous avez 120 000 employés, comment on fait ? Évidemment, on ne peut pas réunir tous ces gens dans une même salle, ce n'est pas possible. Donc on doit utiliser ces outils-là numériques qui vous permettent d'avoir un impact considérable pour former et à ce moment-là pour discuter. Et c'est vrai que lorsque vous êtes face à deux hémisphères, vous devez travailler aussi bien avec les gens de l'hémisphère sud que de l'hémisphère nord. Comment on fait pour s'éviter de répéter 2 fois dans une même journée la même formation? On l'enregistre tout simplement en coup de 2 clics et on n'a pas besoin d'être grand geeker. Je trouve que oui, en effet, ça sauve énormément de temps et le temps est précieux puisqu'on nous demande toujours de faire plus avec moins, comme dans toutes les maisons, et ce faisant à isopérimètre. Donc il y a un moment donné, c'est vrai, il faut essayer de sauver du temps. Et c'est vrai que les outils d'aujourd'hui vous permettent, grâce à l'email management, de ne plus avoir à ranger vos emails, d'avoir des gestions électroniques de données, d'avoir des vitrines comme les SharePoint, d'avoir toute une série d'outils qui vous permettent de partager l'information en interne et en externe, mais aussi d'être visible. Et ça aussi, c'est important, c'est un de mes deuxièmes soucis, c'est qu'en effet, quand on est une toute petite communauté, mais qu'on doit servir le monde, exister une direction juridique, qu'elle existe et qu'elle soit bien présente, qu'elle continue à porter sa voix auprès du CODIR ou du COMEX, il faut qu'elle soit entendue. Et utiliser ces outils-là, c'est merveilleux quand on fait, je ne sais pas, un IP Day ou quand on fait une Cloud Week en interne ou en externe, mais on peut le faire qu'avec des outils comme ça.
Si demain on veut toucher toute la plaque francophone, il suffit en effet d'avoir ce type d'outils-là qui permettent d'avoir un impact considérable au-delà de la France. Donc oui, je pense que ce sont des moteurs innovants pour nous aider à nous transformer et à exister mieux. Merci. Doris, alors toi qui dans un secteur, bientôt dans un grand champion mondial du logiciel, donc j'ai noté ce que disait GE, mais tu as une grande expérience du M&A puisque tu as beaucoup travaillé sur des deals importants. Est-ce que tu vois le numérique comme une opportunité pour le juriste dans sa manière de travailler? Oui. Vous m'entendez? Oui, certainement. D'abord, ce qu'il faut faire, il faut décortiquer le processus. Bon, en M&A, je parle d'M&A. En M&A, donc vous décortiquez le processus et après vous voyez qu'est-ce qu'on peut standardiser, qu'est-ce qu'on peut systémiser, qu'est-ce qu'on peut informatiser. Dans le processus M&A, il y a déjà des étapes informatisées. Par exemple, bon, déjà le processus, ça commence par les discussions préliminaires, les LOI, les MOU. Après, vous avez l'audit, le due diligence, négociation, la documentation, les approbations, notamment les autorités de la concurrence, et finalement le closing GE Alstom il y a quelques semaines. J'ai deux exemples, en fait, où l'informatique était très impliquée dans la transaction qu'on a eue. D'abord, dans les audits. Alors, bien sûr, on sait maintenant que les data rooms sont électroniques. Il y a très peu de data rooms physiques. Il y en a quand même. Mais avec les data rooms électroniques, ça facilite beaucoup la vie des acquéreurs. C'est des fois problématique pour les juristes. On peut parler de ça plus tard. Aussi, dans le cadre des approbations, il se peut qu'on aille en phase 2, second request aux US, phase 2 en Europe pour les transactions, les acquisitions. Dans ce cas-là, aux États-Unis, quand on a un deuxième request, il faut donner les documents aux autorités très ciblés. Et on peut avoir une demande comme le suivant. Il demande chaque email, chaque document, chaque Word, PDF, PowerPoint, Excel, rédigé ou reçu, envoyé par email de 100 personnes pendant 5 ans, les 5 dernières années. Comment on peut trouver ces documents-là? Il faut externaliser à une société spécialisée dans la recherche. Mais c'est là où les avocats et les juristes travaillent ensemble, parce qu'il faut trouver les mots-clés. Quels sont les mots-clés qu'il faut donner à cette société qui va appliquer les moteurs de recherche pour trouver les documents pour remplir cette demande des autorités? Voilà, c'est deux exemples en M&A où c'est déjà informatisé. Pour la standardisation, on avait mis en place chez Alstom il y a 8 ans une base de données et j'avais préparé les formulaires standardisés pour toutes sortes de documentation. Par exemple, les LOI, buy-side, sell-side, long form, short form, côté acquéreur, côté société acquise. On a créé les formulaires standardisés, on les a mis dans une database partagée pour que les juristes de M&A puissent les utiliser pour ne pas perdre du temps en créant quelque chose et qui est déjà en place. Et je parle que des formulaires qui ont que les clauses répétitives ou les clauses basiques. Il y a bien sûr des choses beaucoup plus, la valeur ajoutée, ce qu'on a déjà évoqué. Et pour aider les juristes à rajouter la valeur, on a préparé une sorte de questionnaire pour que les juristes puissent poser des questions aux hommes de secteur de business pour évoquer les sujets qui doivent être traités dans un premier temps dans une transaction. Et comme ça, si j'embauche un juriste chez moi, il arrive lundi, mardi, il a toutes sortes de templates et il a une feuille de route pour déjà être opérationnel ce jour-là en montrant qu'ils savent quoi demander aux gens. Et ce sont les questions qui évoquent les best practices de la société. Donc, on a mis ça en place il y a 8 ans à peu près.
Et depuis des années, on a rajouté des documents, on a rajouté tout document de toute transaction qui était closed chez Alstom. Maintenant, on m'a dit que le database pèse à peu près 1 tétrabyte. C'est assez large, je crois, 1 tétrabyte. Et c'est un outil que je crois est utilisé, qui va être utilisé chez Alstom dans l'avenir. Merci Doris. Pierre, toi qui as eu aussi Oui. une expérience internationale, qui a géré des équipes dans différents pays, est-ce que tu as vu avec le numérique des avantages, y compris en termes de management? Tout à fait. Bon, d'abord, avant toute chose, j'ai déjà à vous dire, je ne sais pas si c'est le tabouret qui est trop petit ou moi qui excède les normes du constructeur, mais on est extrêmement mal assis. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, les garçons, on ne sait pas comment se mettre depuis tout à l'heure, c'est un enfer. Donc vous profitez bien de... Non mais je ne sais pas, il faut le dire quand même, vous ne réalisez pas ce qu'on est en train de vivre pour vous là. Je voulais juste... Voilà, puis je démarre par ça, comme ça je réveille tout le monde. Donc, non, sérieusement, moi j'ai été pendant 15 ans directeur juridique Europe et Moyen-Orient chez Yahoo, et je me suis dit que, effectivement, pour répondre à ta question, Marc, peut-être que je pouvais vous expliquer comment, lorsqu'on doit organiser une conférence juridique avec une quarantaine de juristes basés dans 12 pays, comment on s'en sort avec de tels outils. Eh bien déjà, il faut trouver la date de cette conférence. Alors imaginez 40 agendas. Alors évidemment, vous pouvez vous demander à votre assistante de le faire, c'est une façon, quand on a une assistante, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou alors vous utilisez, il y a un outil, je ne citerai pas de marque, promis, mais il y a des outils qui vous permettent à tout le monde de donner ses disponibilités. Ça y est, on a enfin sa date, on a trouvé comment on allait faire. Deuxième chose, il y a ceux qui mangent du gluten, ceux qui ne mangent pas sans gluten, ceux qui sont végétariens, pas végétariens, ceux qui refusent de manger certains plats, qui mangent 3 fois par jour, 8 fois par jour. Bon, donc il va falloir collecter les besoins de nourriture de l'ensemble de ces juristes. Là encore, vous pouvez créer un document en ligne, et plutôt que de recevoir 50 emails de vos part de vos 40 juristes, parce qu'il y a d'abord celui qui vous dit qu'il est sans gluten, puis après réalise avec horreur que aussi il est végétarien, donc il vous renvoie un deuxième email. Bon, eh bien là, on met en ligne un document, un fichier Excel, qui est accessible par l'ensemble de vos collaborateurs, et ils vont tous aller indiquer leurs préférences et voilà. Et puis, étape suivante, certains vont devoir parler ou vont devoir prendre la parole pendant cette fameuse conférence juridique. Et donc, il va falloir faire des réunions. Et là, rebelote, comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment vérifier que la personne que vous avez choisie dans votre équipe est bien la bonne personne qui va savoir parler devant les autres? Et bien là, conférence visioconférence, il y a de nombreux outils qui existent et qui vous permettent de réunir une dizaine de collaborateurs ensemble au même moment, dans un environnement vidéo, et de voir ainsi faire une sorte de répétition générale et de voir si vous avez choisi les bons collaborateurs. Et puis à la suite de tout cela, vous faites votre conférence, vous recevez les PowerPoint de tout le monde. Vous pouvez soit vous amuser à imprimer 40 exemplaires de 15 présentations, ou alors les mettre là encore sur un site où on va pouvoir retrouver les PowerPoint en ligne, et mieux encore les envoyer sous forme de gros fichiers par un système qui va d'un clic télécharger tout cela, et va permettre à chaque collaborateur, bien évidemment, d'aller les télécharger, parce qu'évidemment chaque collaborateur ira relire la présentation après la conférence, nous n'en doutons pas un seul instant. Et puis, à la suite de tout cela, la conférence aura eu lieu, vous aurez envie de savoir ce que vous avez bien fait, mal fait, peut-être complètement raté. Et bien là encore, vous pourrez utiliser un outil de sondage en ligne qui vous permettra d'avoir les avis de tout le monde sans reconnaître les écritures des uns des autres, avoir un sondage totalement anonyme et savoir ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Je pourrais continuer comme cela avec cet exemple extrêmement concret pendant un moment, mais tout ça, c'est juste pour vous illustrer que les outils, en fait, au début, quand on vous propose de les utiliser, c'est un petit peu terrifiant. On se dit, mais mon Dieu, où vont toutes ces données? On ne va jamais me laisser les utiliser, ça ne va pas être pratique. Et en fait, il faut passer au-delà de cette peur initiale, s'y mettre, et lorsqu'on commence à y toucher, on ne revient plus en arrière. Et le dernier exemple que je donnerai, c'est que vous avez tous certainement des rapports à faire, si vous avez une équipe sur plusieurs pays, à votre direction, peut-être à votre CEO ou votre DG, peut-être un rapport mensuel ou hebdomadaire, je ne sais pas, vous avez probablement tout ça à faire de ce qui se passe dans votre direction juridique. Et je suppose que dans ce cas-là, vous demandez à vos collaborateurs de vous envoyer un rapport toutes les semaines, et puis le dimanche soir, plutôt que de regarder le film du dimanche sur TF1, vous prenez les 20 emails que vous avez reçus et vous recommencez à prendre la substantifique moelle de ces 20 emails pour créer ce fameux rapport. Eh bien, je vous enclin à, dès la semaine prochaine, créer un document en ligne où tous vos collaborateurs iront eux-mêmes remplir le document. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Print et vous pourrez regarder votre film du dimanche soir.
D'accord, très bien. Mais pas assis sur un tabouret. Surtout pas. Bah, D'accord. regarde, t'es comme moi. On tient en équilibre. Oui. Bon, après vous avoir entendu sur ce premier round, j'entends deux grands thèmes et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous nous avez parlé d'innovation en fait. Beaucoup d'innovation dans les manières de travailler, mais également de valeur ajoutée. Doris l'a dit, on a le sentiment, et ça rejoint les questions qui ont pu être abordées sur les tables rondes précédentes, que la valeur ajoutée dans la chaîne de travail du juriste, de la communauté juridique, se déplace. J'aimerais vous entendre les uns les autres sur ces sujets-là, sur la dimension innovante qui peut être proposée par le juriste, pas pour le juriste, mais par le juriste de l'entreprise grâce aux outils numériques, et où vous voyez se placer le curseur sur la valeur ajoutée. Ça, c'est les thèmes que j'entends dans vos propos. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que, d'après vous, mais ce sera pour terminer la table ronde, est-ce que d'après vous, ces évolutions-là vont requérir des nouvelles compétences pour les juristes? Des compétences pour ceux qui vont être formés dans les universités, dans les écoles de droit, d'une part, et pour ceux qui sont dans l'entreprise, des compétences à acquérir tout au long de la carrière. Est-ce que ça change le métier du juriste et des compétences dont il a besoin, et pas nécessairement des compétences techniques, parce que ce n'était pas celle-ci que je pensais à cet instant. Donc voilà les deux, trois thèmes que je voulais partager avec vous sur la suite de la table ronde dans la demi-heure qui nous reste pour tenir le délai. Donc sur la question de l'innovation, en quoi ça va faire que le juriste va pouvoir être innovant pour l'entreprise, ces outils? Maria, je ne sais pas si tu veux commencer. Alors, en fait, vous m'entendez? Je sais pas si vous m'entendez. Non, mais ça va marcher. Là, vous m'entendez? Oui. Je crois. En fait, tous ces outils, comme vous l'avez compris, sont des outils qui nous permettent de gagner du temps. Et la raison pour laquelle moi, dans une entreprise innovante, j'ai besoin de gagner du temps, c'est que j'ai besoin de consacrer tout mon temps à de la créativité et à de la réflexion juridique qui est originale, puisque en tant que juriste dans une entreprise innovante, je suis amenée à réfléchir sur des sujets disruptifs et donc à établir le droit avec les magistrats et avec le législateur et le régulateur. Et le droit est chez nous très très général, peut couvrir toutes les situations. Néanmoins, quand on est face à des cas particuliers, il faut l'interpréter et il faut vraiment faire œuvre de créativité et de pédagogie, bien entendu, avec les magistrats. Et c'est ce qu'on attend de nous, essentiellement. Donc mon travail à moi, ce sera de lancer des produits qui, évidemment, ne sont pas couverts par des législations qui ont été rédigées au regard de ces produits-là. Et ce qu'on va attendre de moi, c'est d'être créative. Donc tout le temps qu'on gagne grâce aux outils collaboratifs qu'on vous a décrits c'est un temps extrêmement précieux pour se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire sur notre matière grise. Et la plus-value, ce que moi j'apporte à mon entreprise, c'est un accompagnement dans des lancements de produits ou dans des contentieux en étant la plus créative possible pour pouvoir faire le droit avec les magistrats et concevoir le droit de demain avec le législateur et le régulateur. Nicolas ? Moi, je voudrais rebondir sur les outils aussi, parce qu'on a parlé beaucoup des outils par les juristes pour les juristes, mais c'est vrai que l'innovation et la création d'outils permet aussi de regagner, pour le juriste, de retrouver une place prépondérante dans l'entreprise et d'avoir une véritable visibilité en étant dans ce que je disais tout à l'heure, mais c'est valable pour tous les projets, de se retrouver au cœur des projets. Parce que y a autre chose. Moi, je suis convaincu que le juriste a encore, c'est dommage, mais c'est encore une nécessité, besoin de faire de la pédagogie sur son métier, justement, sur sa plus-value, sur qu'est-ce qu'il va apporter. La créativité, c'est extrêmement important. L'innovation, il faut montrer que, c'est bête, hein, mais c'est pareil, le cloud souffre d'une image un peu usurpée, et le juriste aussi, parfois, on est encore vu comme le gendarme, comme la personne qui dit non, comme la personne qui va bloquer les projets. Les outils collaboratifs de l'entreprise, un intranet par exemple, c'est, je trouve,
l'outil le plus efficace pour communiquer sur ce qu'on est, sur notre essence et la plus-value qu'on peut avoir. Et donc, au-delà de la créativité, je pense qu'il faut aussi faire preuve de beaucoup de curiosité et aller plus loin que ce qu'on nous propose. Toujours rechercher comprendre les innovations technologiques, ne pas s'arrêter à ce qu'on connaît. Alors moi, pour répondre à ta question, Marc, je pense que ce que j'attends d'un juriste demain, c'est son agilité, sa capacité à accepter, à changer, parce que ça ne sert à rien de fuir ou de résister devant l'innovation. C'est plutôt celui qui survivra, c'est celui qui saura s'adapter. C'est un patron qui disait ça la dernière fois à ses employés. Je trouvais que c'était très intéressant. En effet, c'est s'adapter, c'est changer. C'est Churchill qui disait, pour s'améliorer, il faut changer. Pour devenir parfait, il faut changer souvent. Et moi, je crois surtout à ça, parce que c'est vrai que les outils technologiques sont nécessaires, mais pas suffisants. Et je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir dire aussi à nos futurs juristes ou futurs avocats. Demain, on n'aura pas qu'un métier, on sort de sa casquette pure expert. Demain, on est aussi chef de projet. Quand on doit mener sa politique de com, on doit être créatif, imaginatif, faire avec très peu, beaucoup. Et ces outils-là le permettent véritablement. On a toute une nouvelle génération qui est habile sur ces outils-là et ils peuvent faire des choses merveilleuses. Et on en apprend beaucoup d'eux. Moi, je crois que là-dessus, c'est une source pour ça et ça nous permet aussi de nous concentrer, comme l'a dit Doris, sur la value added. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai que nous n'avons que très peu de budget, toujours, nous n'avons que très peu de juristes et arriver à être créatif en disant finalement je ne fais plus faire les accords de confidentialité parmi les juristes mais je les mets sur la partie la plus importante de la négociation, je sais déléguer, j'apprends à déléguer aussi à des contract managers qu'ils soient en interne ou qu'ils sont en externe où je crée cette fonction qui n'existait pas chez moi. Aujourd'hui on a une chance inouïe d'avoir des profils d'avocats extraordinaires, que ce soit de l'assistance juridique prolongée comme des sociétés comme Oxygène ou que ce soit nos cabinets traditionnels ou que ce soit du LPO lorsqu'on est une société anglo-saxonne et qu'on a besoin de juristes indiens. On peut aujourd'hui faire énormément de choses avec très peu. C'est ça aussi être innovant en utilisant ces outils-là, mais c'est accepter d'avoir des équipes décentralisées et plus avoir toujours sa petite équipe autour de soi. C'est accepter d'être en sharing, c'est-à-dire d'avoir un juriste qui peut travailler pour plusieurs autres directions et pas que pour sa direction à soi. Donc c'est apprendre à lâcher prise sur plein de choses qu'on avait autrefois et qu'on possédait, mais du coup ça nous oblige à être en effet très créatifs et ça nous amène aussi du coup à être créatifs pour eux. C'est-à-dire qu'en effet, développer des plans de carrière pour chacun d'eux, c'est aussi penser le futur quand ils arrivent pour eux et être agile. Aujourd'hui, on voit plein de métiers qui s'ouvrent et on voit des juristes passer du côté de la compliance, on voit des juristes passer du côté de la data privacy pure en devenant SIL ou en devenant DPO. On voit des juristes qui maintenant ont une double casquette qui deviennent, qui passent du côté des ingénieurs et je pense aux cyberjuristes. Voilà, tout ça, il faut ouvrir les champs du possible, mais pour ça, il faut déjà avoir cette volonté de changer et d'être innovant et accepter le changement. Doris ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est la créativité pure et simple. En utilisant des outils, on peut s'en sortir des choses administratives, des choses répétitives, des choses basiques qui peuvent, que quelqu'un d'autre peut faire, qu'une machine peut faire. Il faut qu'on ait le temps de penser. On pense, on trouve des solutions aux problèmes parce que c'est ça notre valeur ajoutée. Et c'est là, dans la grande guerre entre machines et juristes, c'est là où les juristes vont gagner. Moi, c'est surtout, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes camarades, donc je ne vais pas répéter, mais je pense que vraiment, si vous devez repartir avec une idée par rapport à ta question sur qu'est-ce qu'on recherche pour le juriste de demain, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on recherche même pour les juristes dans cette salle, c'est tout simplement la curiosité.
Vous avez entendu parler de beaucoup d'outils. Demain, intéressez-vous, essayez. Et je vous assure que lorsqu'on commence à essayer, c'est la politique des petits pas, essayez avec celui qui vous a parlé de tout ce qu'on vous a parlé de visioconférence, d'agenda partagé, de documents partagés. C'est juste d'avoir la curiosité d'essayer. Et lorsqu'on commence et qu'on se rend compte que finalement, tous ces mots barbares, documents collaboratifs, visioconférence, ça m'a l'air extrêmement compliqué, ça ne l'est absolument pas et ça devient complètement addictif. Et il y a forcément, alors peut-être que vous allez dire, non mais moi, c'est pas pour moi, je suis pas du tout, je suis complètement bloqué devant une nouvelle technologie. Ok, mais vous avez peut-être quelqu'un dans votre équipe qui ne l'est pas et que vous n'avez pas identifié et qui peut devenir le champion de la transformation de votre équipe juridique. Et dans ce cas-là, il faut identifier ce jury, ça peut justement être un des jeunes juristes, un des plus jeunes qui vient d'arriver, c'est peut-être même le stagiaire. Eh bien, demandez-lui de vous montrer c'est quoi un document partagé, comment est-ce que je peux démarrer avec ce collaborateur que j'ai à Biarritz, comment est-ce que je peux démarrer cette visioconférence, ça m'a l'air très compliqué. Et lorsque vous allez voir à quel point c'est simple, je vous assure que c'est le premier pas que vous ferez vers ce changement. Donc voilà, c'est ma principale recommandation, c'est tant pour les juristes d'aujourd'hui que pour de demain, chercher des gens curieux. Sur la question de la valeur ajoutée et du fait qu'effectivement il y a un certain nombre de tâches qui vont peut-être être pour le coup automatisées, le big data, l'open data et le machine learning, c'est-à-dire la capacité que la machine va avoir d'apprendre à partir des données, donc des données de qualité, à partir desquelles elle va pouvoir intelligemment vous proposer un certain nombre de solutions, de pistes. Ça permet sans doute de cesser un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément intellectuellement les plus excitantes. Et ça va avoir un impact dans la chaîne de la valeur ajoutée au sein de l'équipe. Si on pose cette même question dans le rapport avec les conseils extérieurs, avec les avocats, est-ce que vous avez des réflexions, des idées sur ce que ça peut vouloir dire dans le rapport entre les juristes d'entreprise et les avocats, donc qui demain seront une seule même profession, je le rappelle. Ouais, il faut avoir une idée, il ne faut pas en avoir 15 dans la vie. Hein, c'est pas... Au moins celle-là, on la voit arriver à la fin. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur la chaîne de la valeur ajoutée, y compris avec les avocats ? En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je viens donc de passer du côté obscur de la force, c'est ça, ouais. puisque je viens de rejoindre le barreau de Paris. Et donc, pour m'installer, mais avec la volonté de continuer à travailler comme un juriste d'entreprise. Et alors certes, c'est avec des Américains, mais donc des clients qui ne sont pas basés à Paris. Et immédiatement, leur question, ça a été, bon, on fait une visioconférence ? Immédiatement. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, et moi évidemment, bien sûr, j'en ai proposé 3, j'avais les 3 installés sur l'ordinateur, ils ont choisi celui qu'ils voulaient, mais ce n'était même pas une question pour cette entreprise de savoir si oui ou non son avocat extérieur allait ou n'allait pas faire une visioconférence depuis son ordinateur. C'était une évidence. Et donc, ça change totalement de mon côté, évidemment, pour les types d'entreprises que je vise, le rapport, puisque, évidemment, je comprends ce qu'ils recherchaient, et ça change complètement le rapport humain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on a discuté, on s'est montré, et après, ils ont fait apparaître à l'écran la problématique qu'ils voulaient que je regarde, on en a discuté, on a fait avancer ensemble la souris sur le... Et voilà, et après, je suis intervenu et j'ai fait ma consultation. Mais c'est ça, demain, demain, tout est dématérialisé. J'aurais pu être depuis ma maison, je vais dire maison de retraite, maison de campagne, ou depuis le cabinet, ça n'a aucune importance. Tout cela se fait de manière totalement détendue et voilà, c'est ça l'avenir. Et les relations avec les avocats, je pense, vous allez, ça peut totalement changer votre façon d'apprécier vos conseils, de savoir que vous pouvez les voir, vous pouvez les visualiser, vous n'avez pas besoin de vous rendre au cabinet, ça peut être voilà, fait de manière extrêmement simple et pratique depuis votre bureau, son bureau, et vous avez pourtant un rendez-vous comme si vous étiez face à face. Maria, tu voulais réagir, je le Oui, voyais. dans ma relation avec, dans nos relations, tous les juristes de Google à travers le monde avec nos avocats est une relation où on leur demande de bien vouloir utiliser ces produits également pour gagner du temps, et on les pousse également à être encore plus créatifs. Et donc j'écoutais la personne qui représentait LexisNexis qui parlait de data visualization, et dans mon secteur à moi, qui est un secteur extrêmement complexe techniquement et qu'il faut expliquer à un magistrat, on réfléchit avec nos avocats
à modifier également nos jeux de conclusion et à être innovants, y compris dans des écritures qui sont extrêmement traditionnelles et pour permettre également aux magistrats de gagner du temps en l'aidant à comprendre des concepts avec des nouvelles techniques de communication comme la data visualization. Donc nous, on pousse beaucoup nos avocats, y compris dans l'explication aux magistrats pour qu'ils puissent comprendre parfaitement les technologies et être à même de bien juger. Et alors, la réaction des magistrats? On est en test pour l'instant. En test. Donc c'est sous confidentialité. Voilà. D'accord. Et on utilise évidemment toutes les procédures de facturation en ligne, ce qui nous permet de maîtriser nos budgets également, puisqu'on a des alertes, les avocats ont des alertes, et donc c'est également, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, en tout cas nous, ça nous permet de contrôler nos budgets et de permettre également aux avocats de renégocier si c'est nécessaire des budgets lorsque on leur a demandé plus de travail, etc. Donc tout ça, ça se fait en temps réel et on n'a pas de surprise au moment de la facture finale. On n'a jamais eu de surprise. Nicolas ou Marie, je ne sais pas. En tout cas, moi je pense qu'en effet, je demande à nos avocats d'avoir une flexibilité, une disponibilité, non pas de tous les instants, mais d'avoir cette facilité et cette agilité aussi. Et c'est vrai qu'ils aient une messagerie instantanée et que je ne sois pas obligée de les chercher systématiquement parce qu'ils ont vu que j'avais essayé tout simplement de les chercher, ou tout simplement d'avoir une réunion en ligne où tout de suite on peut réunir tout le monde très rapidement. Oui, je trouve ça très agile et j'attends de l'agilité en effet de nos avocats parce que moi je l'ai déjà en interne et quand je dois les impliquer, je veux qu'ils soient fully integrated avec l'équipe. Donc je n'imagine pas qu'ils n'aient pas cette même agilité. Et pour ceux qui ont choisi d'industrialiser un peu certaines tâches que nous ne pouvons plus faire, je ne peux pas imaginer qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne puissent pas utiliser les nouvelles technos, parce que la force de l'industrialisation, c'est forcément obligé d'utiliser ces outils. Et nos collègues indiens ou nos amis indiens avocats l'ont bien compris aussi, les LPO vendors l'ont bien compris aussi, donc les UK l'ont bien compris aussi. Je crois que nous, les Français, on est comme tout le monde, on est capable de le comprendre, et je sais que certains de nos avocats s'y sont déjà mis et sont dedans. Donc voilà, évidemment qu'on peut toujours utiliser son papier, mais on peut aussi utiliser son ordinateur ou son portable. Je pense que oui, maintenant on n'a que l'embarras du choix. La chaîne de la valeur entre les juristes et les avocats est fluide. Ça, je parle d'amener, ça dépend des transactions, ça dépend de la compétence de la personne, le juriste interne, et la compétence des avocats. Et il faut, c'est le job, c'est le travail de juriste interne de définir le scope de travail de juriste interne et des avocats. Et il y a, de temps en temps, il y a une sorte d'overlap et il faut éviter ça, il faut éviter le double emploi et il faut essayer d'utiliser des outils qui sont disponibles dans le cabinet et dans la société. Il faut définir qui a quoi, qui peut faire quoi, et il faut surtout éviter de laisser les avocats recréer de zéro quelque chose qui a été déjà fait 15 fois, 20 fois, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux. Il faut savoir quand cet essai, quand c'est is good enough. Et donc, c'est ça la difficulté dans la relation, de définir, d'avoir la subtilité de savoir quand c'est bien. Assez bien pour vos besoins. Nicolas, oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste, mais moi je souscris complètement à ce qui a été dit. De toute façon, ça serait un peu compliqué là de dire non, il ne reste plus que 10 minutes, donc pour avoir un débat enflammé, ça va être un peu juste, je pense. Non, simplement, je pense que les avocats, on en a beaucoup besoin, et que repenser le rôle du juriste, tel qu'on est en train de le faire là, c'est aussi repenser peut-être un petit peu le rôle de l'avocat, donc plus d'agilité, effectivement, plus de réactivité, ça c'est sûr, c'est ce qu'on attend, et aussi peut-être encore une plus grande technicité
à tout le moins sur tout ce qui ne concerne pas notre cœur, le core business dans lequel nous on est plongé au quotidien. Donc ça finalement restera, je pense, l'apanage du juriste d'entreprise. En revanche, tout ce qui sort un petit peu de ce cœur d'activité doit revenir ou peut revenir aux avocats. Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais revenir 2 secondes avant de laisser, on va essayer de laisser 5 minutes pour d'éventuelles questions de la salle, mais je voudrais revenir sur un point qui affleure dans vos propos, c'est la question des compétences dont les juristes d'aujourd'hui et encore plus de demain auront besoin. Je ne parle pas des compétences techniques. Je le dis d'autant plus librement que je ne suis vraiment pas un geek et pourtant je travaille dans une entreprise où je pourrais être, non, je ne le suis pas, mais parce qu'en réalité, ce sont les usages qui sont intéressants, pas les technologies, mais les usages. Et donc je me dis, quelles sont les compétences, d'après vous, qu'on peut attendre, au-delà de l'expertise juridique, qui est le cœur métier du juriste, quelles sont les compétences nouvelles dont on a besoin ou qu'on espère d'un juriste? Je ne sais pas qui veut commencer, Maria, Marie, Doris, Nicolas, Pierre. Chez nous, la compétence qu'il faut acquérir, c'est la créativité. On en revient toujours au même. Et en fait, on est vu comme chaque employé dans l'entreprise est vu comme un ingénieur. Et donc, on a les mêmes formations que les ingénieurs. Donc, on a sur le plan des formations sur des techniques de brainstorming, des techniques de problem solving. Pardon, je parle en anglais, mais... on l'avait compris, ça se comprend, je pense que ça se comprend. C'est vrai que je vois que j'ai progressé en anglais. C'est également dans la conception du plan de carrière. L'agilité est un facteur qui était vraiment favorisé et poussé puisqu'on va inviter les gens dans leur plan de carrière à changer régulièrement de fonction, à faire des rotations à l'étranger pour apprendre à travailler comme des juristes américains ou des juristes australiens. Ça va être également la possibilité de changer de type d'activité puisqu'on a la possibilité de publier des missions juridiques d'un pays à un autre et une personne peut postuler et puis travailler sur un contentieux français par exemple, ce qui amène une certaine agilité puisque le cœur de ce qui est attendu de chacun des employés, y compris des juristes, donc on ne fait pas de distinction, c'est la créativité. Et on recherchera cette qualité lors des recrutements et également on est évalué sur cette qualité aussi, notamment parmi d'autres critères. Donc on a des formations et on met en place des plans de carrière pour permettre agilité et créativité, comme un ingénieur. Oui, moi je pense que face à la masse d'informations qu'on reçoit en tant que juriste, parce qu'une fois encore on est une petite communauté, mais on doit adresser souvent un ensemble des communautés, l'ensemble des communautés, je pense qu'il faut des juristes qui sachent être agiles sur l'organisation de ces datas. Autrefois, j'allais dire, on n'avait que ces emails, que ces courriels, mais maintenant c'est fini. On n'est plus seulement dans la relation de personne à personne, on doit savoir organiser des vitrines. Vitrines en interne, vitrines en externe, vitrines vis-à-vis de différentes communautés. Et ça, il faut connaître ces outils, il faut savoir jongler avec. Il faut utiliser aussi les réseaux sociaux, parce que je ne sais plus quel patron avait dit 0 email dans 3 ans. Bon, alors c'est difficile, mais on se rend compte qu'on peut utiliser en effet les réseaux sociaux pour certains types d'échanges. On peut utiliser la messagerie instantanée qui vous évite de l'email ou du courriel. Il faut savoir jongler avec tout ça. Et celui qui a cette agilité-là, il a tout compris, parce qu'il se laissera moins envahir par son quotidien, parce qu'on est vite envahi. La data, c'est comme un octopus, véritablement, c'est là, vous êtes cerné. Et donc, avoir un petit peu une vue d'hélicoptère et dire, bon, alors, ça je mets à tel endroit, ça je mets à tel endroit, ça je mets à tel endroit, ça je mets à tel endroit. Tout à coup, vous respirez un petit peu plus. Mais une fois encore, je voulais réinsister sur la casquette, sortir, comme tu disais, de la pure expertise, c'est d'avoir cette capacité d'être chef de projet pour organiser sa petite library sur la partie IP, si on est dans le secteur de l'IP, si on est dans le secteur de la data, et être capable de faire animer ces communautés-là,
hein. Au sein même de toutes les directions, on a souvent, on devient soi-même chef de projet pour animer des communautés. Donc, on n'est pas pur expert. On doit faire vivre le droit, les problématiques qui nous arrivent au fur et à mesure, être innovant. Mais pour ça, il faut utiliser des outils, on n'a pas le choix. Donc, faire vivre une communauté, c'est utiliser les bons outils pour targeter les bonnes personnes et avoir des bons retours, comme tu l'expliquais, rapides, vite, efficaces. Pierre ou Doris, je ne sais pas, je vous sentais prêt à réagir. Oui, elle parlait des outils et ça m'a fait penser une chose très pratique et difficile pour moi-même. Il faut lire, il faut apprendre à lire sur l'écran, que l'écran, pas papier. Il faut essayer de vivre paperless. Et c'est très difficile quand il y a un contrat de 120 pages. Les définitions sont à la fin. Chaque clause a une référence à d'autres clauses. Et quand vous avez le contrat devant vous, vous jonglez avec les pages et vous pouvez comprendre très vite. Mais sur l'écran, il faut manipuler l'outil et trouver une façon de travailler aussi efficacement à l'écran. Peut-être les jeunes ici savent déjà. Moi, c'est encore difficile pour moi. J'imprime les choses. Mais il faut éviter de faire ça. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire pour les juristes ici dans la salle. Bon, encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a dit, donc je vais continuer avec mes trucs et astuces, puisque c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Une de nos CEO chez Yahoo, je dis une de nos parce qu'on a quand même le record, on a le record du nombre de DG en 15 ans, nous a donné une fois un truc et que je vais livrer avec vous sur comment elle faisait passer des entretiens pour déterminer tout cela. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur truc qu'on ait jamais donné, et donc je vous le livre. Quand vous êtes sur le point d'engager un collaborateur, emmenez-le déjeuner, okay, au restaurant du coin. Si, au moment de l'entrée, vous vous dites, mon Dieu, il reste le plat de résistance et le dessert, ou surtout, je ne vais pas prendre de dessert, vous ne l'engagez pas. Eh bien, j'ai testé cette théorie, c'est totalement exact. C'est-à-dire que si au bout je vous assure, de l'entrée, vous vous dites, mon Dieu, vous regardez la montre, c'est pas possible, il a pris un café et un digestif. Imaginez que vous allez travailler 12 heures par jour avec cette personne. Voilà. Donc, tous ces trucs d'agilité, de machin, pour moi, on ne voit pas en entretien cela. Il y a des experts, il faut le savoir, ils existent. Il y a des gens qui sont des champions à l'entretien. Il faut les piéger, emmenez-les déjeuner et ne prenez pas de plat de résistance si vous ne supportez pas à l'entrée. D'accord, il ne faut pas que le service soit trop lent parce que... Alors si le service est trop lent, oui là il faut il y a un problème. Nicolas, ouais, une expérience déjeunatoire, non? Ouais, alors pas déjeunatoire, non, mais c'était une anecdote qui m'a été confiée par un ancien responsable qui me disait que lui, à l'entretien, ce qu'il posait comme question, parce que donc c'était dans l'IT aussi, il disait simplement qu'est-ce qu'il y a dans une tour d'ordinateur? Et ben 75% du temps, à minima ça déstabilise, et en pire, les gens ne savent pas répondre. Et en fait, ça amène, c'était l'idée que je voulais amener. Il faut être curieux, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de savoir coder en Python ou de savoir programmer un Raspberry Pi, mais quand je vous dis ça, si vous êtes dans ce secteur-là, normalement vous devez savoir ce que c'est. Ou en acheter un, voir, être curieux, toujours aller voir, toujours... je pense que au-delà de la curiosité, ce qui est important, c'est la faculté d'anticiper, d'aller chercher et de ne pas être attentiste avec ce que vous avez. C'est aller vers plus. Je pense que c'est le... Oui. Voilà. Non, voilà. c'est pas un truc et astuce, je faisais ça. Non, mais c'était pas mal. Et juste un dernier mot aussi, parce que j'aimais bien l'anecdote, parce que moi je suis intimement persuadé que les soft skills, le comportemental fait la différence. Vous intégrez une entreprise, vous intégrez une équipe qui est constituée de personnes, même des juristes, c'est quand même... Mais voilà, c'est le relationnel avant tout. Le juriste est un être humain comme les autres, c'est ça? C'est ça ta conclusion, Nicolas? Je me tue à le dire. On arrive, il nous reste une minute, donc sauf s'il y a une question que quelqu'un ne peut pas s'empêcher de poser, comme il nous reste même 30 secondes maintenant, et qu'en plus avec les
projecteur, je ne vois pas, donc il n'y a pas de questions. Et parce qu'il faut juste qu'on a pris un peu de retard à la journée, il faut rendre la salle sur le tribunal de commerce, à un moment donné, va fermer ses portes et nous mettre dehors. Donc on va conclure. Il y a quelques éléments que je garde à l'esprit quand même, c'est au-delà de l'innovation, il y a l'idée du partage. On partage l'information. On a de l'intelligence collective. Ça me paraît vraiment important. On a de la créativité, de l'agilité et un point, parce qu'il y a peut-être quelques membres du corps enseignant des universités, des écoles de droit ou des écoles de commerce qui sont là. Je retiens quand même un point important, c'est que pour préparer le juriste de demain, au-delà de la question de la compréhension des technologies, les soft skills dont on vient de parler, ces compétences, au-delà de l'expertise juridique, sont vraiment essentielles, parce qu'il y a le savoir-faire qui est le nôtre, et il y a le faire savoir. Et la victoire pour les juristes d'entreprise, ça sera de faire savoir toute la valeur ajoutée qu'ils sont capables d'apporter. Ça, c'est des outils en plus qui ne vont évidemment pas se substituer. Et de tout ce que vous avez dit, moi, je retiens quand même beaucoup de messages positifs qui me fait continuer à dire que le temps des juristes, un peu différent du temps des cerises, le temps des juristes est bien là, est revenu. Et donc, je vous remercie toutes et tous pour votre contribution.